pas mal de trucs. Je pense qu'on fera une session de questions-réponses après, donc on pourra revenir sur des slides éventuellement. Du coup, petite présentation en 30 secondes. Moi, c'est Robin, je bosse, donc je suis MLN chez Ornicar, ça fait à peu près 2 ans que je suis là. Et là, on est en plein dans un gros projet de refonte de la stack data. Et justement, c'est pour ça qu'on a fait appel à Artefact pour un peu initier le truc, étant donné qu'on est chez Google, ça faisait sens de passer full Google, y compris pour le ML. Et du coup, voilà. Et moi, je m'appelle Jules, je suis senior MLN chez Artefact, je suis là-bas depuis 3 ans. Je suis certifié sur Dataiku et GCP, vous allez voir pourquoi c'est important plus tard. Petite présentation en 2 minutes d'Ornicar. Je ne sais pas si vous connaissez Ornicar. En gros, on est une plateforme en ligne qui permet à des gens de réviser et passer le code de la route. On a fait après le permis de conduire. Et là, la suite logique, c'est qu'on est en train de faire l'assurance auto. Donc voilà, on essaie d'accompagner les jeunes conducteurs dans tout leur parcours de formation et on pourrait leur fournir leur première assurance auto par la suite. Petite présentation d'Artefact. Donc Artefact, c'est un cabinet de conseil en data, notamment autour de l'IA. Donc on offre des programmes d'accélération en data et des solutions d'IA. Donc je pense qu'à peu près tous les cas d'usage d'IA que vous avez, on a déjà dû les faire une fois. Aujourd'hui, on est 500 en France et 1000 dans le monde et à peu près 40 data scientists à Paris. Et donc on est partenaire de Google et on a aidé Ornicar se former à Vertex et à passer des cas d'usage sur Vertex. Alors le contexte, pour le coup, nous, on nous l'a offert, Artefact, parce que c'est Google qui nous l'a payé, disons. Alors en fait, le contexte, il est assez simple, c'est que côté assurance, le business assurance, on l'a lancé très récemment et on a un premier use case ML qui est assez important, qu'on appelle l'Education Score. Globalement, c'est un algorithme de prédiction du risque d'accident futur pour les jeunes conducteurs, donc pour lesquels on n'a pas encore de données de sinistralité. Nous, notre proposition de valeur chez Ornicar, c'est de dire on connaît des gens depuis qu'ils passent le code de la route avec nous, donc on connaît leur comportement d'apprentissage et on sait comment ils se comportent et on est capable de définir un profil de risque. Donc globalement, c'est ça le projet. Donc c'est assez classique au final, c'est de la classification binaire sur des données tabulaires. Donc avec un algo de boosting à la fin qui est assez classique en assurance. Et pour initier ce projet, au début, on avait besoin d'aller très vite et de poker rapidement. Donc, on avait fait le choix de Dataiku. Donc, voilà, c'était vraiment motivé par le fait de vouloir faire de l'exploration et du déploiement, déployer un modèle assez rapidement. On avait quand même quelques problèmes avec Dataiku. Il y avait un gros manque de stabilité en prod. C'est super restreint. En gros, aux outils Dataiku quand on veut customiser ou aller un peu plus loin dans la modélisation. Et puis au final, l'intégration avec notre stack, notre data warehouse, nous, globalement, nos données, on a tout sur BigQuery, c'était vraiment pas top. Et en plus, on avait des coûts exorbitants. Je crois que je sais plus, la licence devait être à plus de 80 000 euros par an. Donc, assez rapidement, on a décidé de switcher sur une autre stack. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait appel à Artefact qui nous a accompagnés pour migrer le projet sur Vertex. Et pour le coup, ça s'est bien passé, puisqu'on est passé, juste pour parler en termes de coûts, d'un coût, voilà, c'était à 85 000 euros par an environ, plus 5 000 euros d'infra à 2 000 euros par an à peine pour le projet, là, pour l'instant. Enfin, 2 000 euros estimés. C'est un peu plus, on est à un peu plus de 100 euros par mois. On a bien tenu le délai de migration, donc c'était pendant 2 mois cet été. Et nous, en tant qu'équipe ML, on est super satisfait de la solution et surtout super satisfait de l'accompagnement d'Artefact. Et franchement, ça s'est super bien fait. Et donc voilà. Après, méthode de travail, c'était assez simple. Jules vous parlera du starter kit Artefact qu'on a pu utiliser. Et puis au quotidien, c'était vraiment simple. On avait juste un board GitHub avec 3 ou 4 colonnes et un daily meeting tous les matins, une revue de board hebdomadaire et surtout, le petit point qui me tient à cœur en bas, c'est que
On a évité tous les outils, enfin moi ce que j'appelle les outils d'anti-productivité, donc Jira et compagnie, quoi. C'est vraiment les pires outils du monde. Et donc ma recommandation première quand on fait un projet comme ça, c'est de rester le plus simple possible. Juste d'embarquer la boîte à outils minimale pour être efficace, quoi. Et donc voilà, juste un petit exemple de à quoi ressemble le projet à la fin. Donc évidemment, vous n'y voyez rien, mais on a en gros une pipeline de training à gauche, une pipeline d'inférence à droite qui tourne quotidiennement. Donc là, pareil, c'est assez classique, hein, c'est de l'inférence par batch. Mais voilà, globalement, le projet ressemble à ça. Donc c'est ce qu'on observe comme output dans l'UI Vertex. Alors pour ceux qui connaissent pas Vertex, je vais revenir juste là-dessus. Ici, on a une pipeline. Là, à chaque fois, c'est un composant. Et un composant, en fait, c'est un container Docker dans lequel on a du code qui va tourner. Vertex, ça se décompose un peu en 3 parties. La première partie, c'est votre code que vous avez produit, où en général, il y a plusieurs étapes. Par exemple, load de la donnée, la préprocesser, entraîner un modèle, évaluer le modèle. Et en fait, ce qu'on va faire avec Kubeflow, il faut bien distinguer Kubeflow de Vertex. Kubeflow, c'est un service open source de Google avec un SDK en Python qui permet de wrapper votre code dans des composants et ensuite de faire des pipelines avec ces composants. Et on avait versionné tout ce code sur GitHub. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, ensuite, ce code, il faut pouvoir l'exécuter dans un environnement qui est reproductible, qui est ISO. Pour ça, on utilisait Poetry pour les dépendances et le build du package. Et on utilisait Docker pour la reproductibilité et la portabilité. Ça, c'est un peu un requirement de Vertex, mais de toute façon, tout le monde fait ça, donc ça nous allait très bien. Et ensuite, il y a l'infrastructure, et donc c'est là que Vertex rentre dans toute la stack. L'idée, c'est que Vertex, ça va être du Flow Pipelines Managé. Vertex a fait appel à beaucoup de services GCP pour ça. Notamment, par exemple, il va falloir un bucket GCS qu'on va appeler le staging bucket, dans lequel Vertex va venir sauvegarder tous les artefacts intermédiaires. Donc les trucs qu'on a ici entre les composants, qui peuvent être des datasets, des métriques, des métadatas, des modèles, etc. Ça fait aussi appel à l'artefact registry, sur lequel, par exemple, on va venir déposer l'image Docker ou les pipelines qui sont compilés. Ça fait appel à Cloud Build pour, par exemple, construire l'image Docker. On va avoir besoin de beaucoup d'IAM parce que Vertex a besoin, pour accéder à tous ces services, a besoin de beaucoup de droits, pardon. Donc voilà. C'est vraiment les 3 parties, le code, l'environnement et ensuite l'infrastructure qui est fournie par Vertex et par GCP. Ça, c'est un exemple de pipeline qui permet de définir ce qu'on a vu en visualisation de slide d'avant. L'idée, c'est que là, on a un composant, c'est défini comme une fonction avec un décorateur KFP. Et dedans, on va avoir le code. Et en fait, c'est comme un script main.py. Donc, ça veut dire que là, par exemple, je définis un composant qui s'appelle demi-component dans lequel je vais exécuter une fonction hello world. Mais encore, je vais le faire dans le composant. Je ne vais pas le faire au-dessus, sinon il ne sera pas lu. Ensuite, je définis ma pipeline en instanciant mes composants pour créer des tâches. Et du coup, je peux les orchestrer, enfin les ordonner plutôt, en disant ici que ma broken task, je veux qu'elle soit exécutée après ma demi-task qui fait appel à hello world. Ça, c'est la partie KFP qui va donner donc derrière ça. Et donc ici, en fait, chaque partie ici, il va y avoir un décorateur at kfp.component et ensuite un décorateur at kfp.pipeline pour tout s'enchaîner. Vous voyez aussi que là, on fait référence à une base image. La base image, en fait, ça, c'est l'image Docker dont je vous parlais juste au-dessus. C'est dans quel environnement on va exécuter chaque composant. Est-ce que tout ça, c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Ok. Alors maintenant, on va parler un peu de l'architecture du projet. L'idée, c'est qu'à la fin, il fallait qu'on ait une API avec les prédictions qui arrivent tous les jours. Donc, on a commencé par avoir des données en entrée sur BigQuery, à faire notre pipeline d'entraînement et avoir en sortie notre train et notre testset. Donc, ça, c'était une question principalement d'historisation et un modèle sur notre modèle registry qui était un bucket Google Cloud Storage. Ensuite, on a pu construire la pipeline d'inférence à partir de ce modèle et des données en entrée pour avoir donc les prédictions. Ces prédictions, il fallait les servir via une API. Donc, on a tous les jours, à chaque fois qu'on faisait des prédictions, on les transférait sur une base Postgre qui était hébergée sur Cloud SQL. Et derrière, on avait une API de serving avec FastAPI qu'on a codé nous-mêmes sur un Cloud Run qui permettait à nos consommateurs d'avoir accès donc, aux prédictions. Notre consommateur, en gros, c'est Ornicar qui veut récupérer un score pour ça. Et les équipes assurances, globalement, ont besoin d'attribuer un score de risque à nos assurés sur un order de coup.
Une fois qu'on a tout ça, il faut mettre en place donc un experiment tracker déjà pour pouvoir avoir la trace de tous les modèles qu'on a entraînés chaque jour et aussi de toutes les expériences qu'on a faites si on a testé différents hyperparamètres. Donc pour ça, on n'a pas utilisé MLflow, on a utilisé Vertex AI Experiments, qui est une sorte de MLflow un peu moins complet. Mais en gros, pour chaque run de pipeline, on va retrouver les paramètres de la pipeline et les métriques qu'on a loguées pour le modèle. On peut aussi rajouter d'autres choses si on veut, c'est un peu complexe. L'interface est très bien, mais on peut quand même mettre moins de choses que sur MLflow. Tout ce code-là, notamment les pipelines de training et d'inférence, c'était sur GitHub, sur un repository. Et donc là, maintenant, on se pose la question de comment est-ce qu'on a fait toute notre DD. C'est-à-dire comment on passe du code qui est sur le repo GitHub à tout ce qui est au-dessus dans la zone bleue. Pour ça, on a utilisé Cloud Build. Notre job Cloud Build, il faisait beaucoup de choses. Il construisait 2 images Docker. L'image de base de nos pipelines qui est utilisée dans tous les composants. C'est la même pour tous les composants, on en reparlera après. L'image de l'API, qui est déployée ensuite sur Cloud Run. Il compilait les pipelines. En fait, une pipeline KFP, pour passer du code Python à quelque chose qui est exécutable sur Vertex, il y a une étape intermédiaire de compilation où on passe du code Python à un fichier YAML ou JSON dans lequel il y a toute la définition de la pipeline. Cette étape de compilation, on peut la faire dans un job Cloud Build. Ensuite, on peut déposer le fichier YAML ou JSON standard sur l'artifact registry. Comme ça, par exemple, si on veut scheduler ou si on veut exécuter la pipeline plus tard, on dit juste va me chercher le fichier de la définition de la pipeline sur artifact registry, on exécute. Voilà. On avait aussi toutes nos configs qui étaient sur Cloud Storage, et je crois que c'est à peu près tout pour ce job Cloud Build. Ensuite, on a mis en place donc, le scheduling. Pareil, on avait plusieurs solutions, on y reviendra. On a utilisé la scheduling API de Vertex, qui était en bêta à l'époque, et qui est maintenant, je crois, accessible pour tout le monde. Je sais même pas ça. Et enfin, dernière chose, c'était les alertes Slack. Donc on a rajouté un composant dans la pipeline de training et d'inférence, et donc on avait une alerte Slack dès qu'une pipeline était terminée, avec le statut de la pipeline et potentiellement l'erreur qu'il y avait eu dans la pipeline. Est-ce que vous avez des questions sur cette architecture? Ouais. Et donc là, en fait, on va vous... je pense que c'est l'intérêt de cette présentation. Parce que j'imagine, je ne sais pas, vous connaissez globalement Vertex, vous travaillez tous avec Vertex ou pas? Pas trop? Okay. Et en fait, il peut y avoir quand même un petit coup à l'entrée, ça peut faire un peu peur de se lancer dans du Vertex. Au final, nous, l'avantage qu'on a eu à travailler avec Artefact, c'est qu'ils ont pas mal d'expérience sur l'outil, et pour le coup, on va vous donner un peu notre retour d'expérience et quelques petits conseils pour que ça se passe bien. Mais franchement, ça vaut plutôt le coup, je pense. Donc, tiens, c'est la première chose à s'attendre. Ouais, donc en fait, chez Artefact, on a fait pas mal de missions sur Vertex. On a commencé à le tester il y a maintenant presque 3 ans, quand Vertex ça s'appelait pas encore Vertex, mais AI Platform. Et donc, grâce à toutes ces missions, on en a sorti quand même à chaque fois des bonnes pratiques, en tout cas des pratiques qui permettent d'utiliser facilement Vertex et surtout d'avoir des cycles de développement rapides. Parce qu'une fois qu'on a fait toute notre notebook avec notre premier modèle, qu'on l'a mis en prod sur Vertex, on a souvent des modifications à faire derrière, il faut pouvoir les faire rapidement. Et ça, c'est vraiment pas facile avec Vertex. Donc, on a créé un starter kit en interne qu'on partage aussi à nos clients, qui nous permet de détailler principalement quand même la bonne structure de repo qu'il faut adopter pour avoir des cycles de développement rapides. On en reparlera juste après aussi. Les bonnes pratiques pour un peu comment on fait pour faire, là par exemple, c'est comment on parallélise des process dans des pipelines avec plusieurs composants. Donc plein de petits trucs comme ça qui sont super utiles quand on fait du Vertex. Et aussi des tutoriels pour prendre en main très rapidement Vertex et comprendre un peu les différentes parties de Vertex. Donc le fait, par exemple, quels sont les droits IAM qu'il faut, le fait qu'il y ait un staging bucket, le fait que les composants sont exécutés, qu'on peut enchaîner plusieurs composants si on veut, que ça peut se faire via les outputs des composants d'avant ou alors avec des points after ou des trucs comme ça. Et donc on a utilisé ce starter kit pour onboarder très rapidement Arnicar et pour qu'ensuite on puisse coder du coup à plusieurs sur la code base pour être beaucoup plus efficace. Globalement, ce starter kit, il est vraiment bien fichu en 1 ou 2 heures. On fait déjà des trucs, on joue déjà avec les pipelines, donc c'est vraiment pas mal. Après, ça démystifie quand même le truc et c'est le gros intérêt. Et donc, la méthodologie de travail qui est préconisée par Artefact et que nous, du coup, on a repris notre compte. Voilà, c'est ça. Globalement, c'est 5 étapes. Globalement, l'exploration, on l'a fait en notebook. C'est un peu compliqué, je pense, de faire l'exploration directement avec Vertex. En tout cas, c'est ce que je recommande. Et je pense que le notebook, voilà,
Ça a déjà fait ses preuves, ça marche très bien. Et on peut à la limite utiliser Workbench, donc il y a aussi un autre service GCP, mais enfin, voilà, globalement, l'exploration notebook, je pense que c'est quand même pas mal. Une fois qu'on a quelque chose qui est à peu près solide, on commence à refactorer le notebook et à le faire ressembler progressivement à une pipeline. Donc nous, ce qu'on recommande, voilà, c'est globalement décomposer le notebook en sections et que globalement chaque section corresponde à un élément de la pipeline, à un composant de la pipeline. Donc là, on commence à wrapper le code qu'on a écrit en fonction. On peut éventuellement, dans la troisième étape, une fois qu'on est assez satisfait de ce qu'on a au niveau des fonctions, les transférer dans un dossier libre. On reparlera après de la structure du repo. On peut éventuellement commencer à tester unitairement ces fonctions. Et on remplace vraiment, enfin dans le notebook maintenant, on fait appel aux fonctions vraiment. Donc il n'y a plus vraiment de logique de code dans le notebook, c'est juste des imports de fonctions qui sont collés. Donc vraiment le notebook, c'est la copie de la pipeline. Une fois qu'on est satisfait avec tout ça, que le notebook fonctionne bien, on peut wrapper les fonctions en composants. Donc les composants, c'est vraiment les éléments de la pipeline que présentait Jules tout à l'heure. Et globalement, un composant, ça c'est ce que recommande Artefact. Nous, pareil, on applique les recommandations. Un composant, c'est juste un wrapper de fonctions. Il n'y a pas de logique métier vraiment dans le composant. Et ça aide vachement, ne serait-ce que pour débugger le composant. En fait, ce n'est pas le composant qu'on vient débugger, c'est la fonction. Et la fonction, on peut toujours venir la tester, la réarranger en notebook. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et en fait, vraiment, on délaisse toute la logique dans les fonctions, la logique métier dans les fonctions. Le composant, ça devient juste un simple wrapper, on n'a plus à s'en soucier. Et donc, avec ça, voilà, on itère globalement. On retourne à la phase 1, on recommence. Et ça, c'est une méthodologie qui marche pas mal. Alors, faut juste être rigoureux et s'assurer globalement que quand on développe des fonctions, des composants, on met bien à jour le notebook. Enfin, il y a un petit risque de désynchronisation au bout d'un moment, on a pu l'observer. Mais globalement, c'est une méthodologie de travail assez robuste. Et la structure du repo, alors globalement, voilà à quoi ça ressemble. La partie notebook, elle est ici. Donc nous, on avait deux pipelines. On avait une pipeline de training et une pipeline d'inférence, et donc on a deux notebooks. Encore une fois, le notebook, c'est vraiment la copie de la pipeline. Donc on a un notebook qui s'appelle Training Pipeline, un notebook qui s'appelle Inference Pipeline. On a après un dossier Vertex, qui est en fait vraiment le dossier qui contient le code. Et donc, on a quelques folders principaux. Donc, on a le premier folder qui est Pipeline. Donc là, c'est juste des scripts qui chaînent des composants. Donc, c'est vraiment la logique de la pipeline, quoi. Chaque composant est défini dans le dossier Components de façon logique. Et chaque composant, pour rappel, un composant, c'est juste un wrapper de fonctions. Et donc, toutes les fonctions, on les déporte dans un dossier libre. Après, voilà, on l'arrange comme on veut. Nous, on a des connecteurs, des processeurs, des utils, etc. Mais enfin, c'est globalement une structure assez simple, mais qui est assez robuste. Bon, on a évidemment aussi un facteur test pour tous les tests unitaires. Et puis après, on a deux autres dossiers dont on reparlera après, un dossier config et un dossier déploiement. Donc, en deux mots, config, c'est une config, c'est là qu'on paramétrise toutes les pipelines. Et déploiement, voilà, c'est tout ce qui concerne le déploiement. Donc, avec Dockerfile, build pour les CI/CD, etc., etc. L'idée, c'est que vraiment dans les composants, on va faire from vertex.lib import, je sais pas, train pipeline, et mon composant, il va train model, pardon. Mon composant va s'appeler train model component. Et on va juste faire ça, rien d'autre dedans. Toute la logique d'entraînement, ce sera vraiment dans lib. Et comme ça permet de faire la même chose dans le notebook, d'avoir la copie exacte, et on est capable de dissocier les bugs du composant et de Vertex ou de KFP des bugs de notre code d'entraînement. Un petit exemple ici. Ça, c'est un composant. Donc voilà, globalement, donc il y a le décorateur component, il y a l'image de base dont parlait Jules tout à l'heure. Donc voilà, là on a juste le pass vers l'image. Et donc un composant, ça a des inputs, éventuellement des paramètres et éventuellement aussi des outputs.
Et à l'intérieur du composant, c'est là qu'on a, voilà, on va importer notre fonction, donc from vertex.lib import une fonction. Et voilà, on applique juste la fonction, et en fait le composant il fait rien d'autre. Là, il lit des données, il applique la fonction qui est codée dans lib, et puis éventuellement il renvoie un output. Donc c'est plutôt simple comme structure, mais c'est vraiment la recommandation qu'on a, quoi. Enfin, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. C'est clair ou vous voulez qu'on développe un peu plus? Si vous avez des questions, ouais. Je viens de poser une question, je me posais la question. Donc là, on parle beaucoup de composants qui, du coup, derrière, c'est du code. Bon, là, en l'occurrence, en Python, mais ça pourrait être n'importe quel code. Est-ce que Vertex AI va permettre de faire des composants natifs avec des produits de GCP, typiquement BigQuery, faire du pré-processing sur BigQuery? Tu peux en parler d'ailleurs, parce que c'est une de vos recommandations justement là-dessus. Enfin, je crois que vous dites vous recommandez pas trop d'utiliser des composants développés par Google. Oui, alors Google développe des composants, mais il y en a certains qui fonctionnent très bien, mais le problème c'est qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a derrière. Donc nous on préfère, si on revient sur la structure qu'il y avait juste avant. En vrai, il y a des composants, ouais, typiquement charger des données depuis BigQuery, c'est une ligne de code à faire soi-même, vaut mieux la faire soi-même dans ce cas. Oui, je suis assez d'accord. Là, typiquement, on a les connecteurs et les processeurs. En gros, processeur, c'est les fonctions qu'on va utiliser dans les composants, et connecteur, c'est ce qui va permettre d'accéder. Donc, on avait un connecteur Cloud SQL, un connecteur BigQuery, un connecteur GCS. Et donc, c'est ça qu'on utilisait pour aller lire les données. Et ta question, c'est peut-être si on veut enchaîner plusieurs queries sur BigQuery, par exemple. Typiquement, faire du pré-processing directement sur BigQuery ou ce genre de choses, parce que ça ne tient pas en Panda, par exemple. Le pré-processing, là, a été fait avec DBT en amont. DBT BigQuery. C'est vrai que ça, on ne l'a pas précisé. Toutes les données qu'on charge, c'est effectivement c'est de la donnée qui est déjà préprocessée. Notre stack, en gros, chez Omnicar, on a des jobs d'ingestion, quoi. La donnée, elle est stockée dans BigQuery, et après, on a vraiment des jobs DBT qui font toute la transformation. Où est-ce que vous déployez DBT? Je crois que c'est DBT Cloud, donc il me semble que c'est ça. On se posait la question justement de changer, mais il me semble qu'aujourd'hui c'est DBT Cloud. Pourquoi DBT Cloud et pas Airflow? Ah, ça. C'était là avant que j'arrive. J'ai pas la réponse. DBT s'intègre vraiment très bien avec BigQuery, et ça fait quand même l'abstraction de pas mal de choses sur le versionnement des tables, etc. C'est assez pratique. Et surtout, plus facile à utiliser qu'Airflow pour des gens qui ne sont pas trop techniques, je pense. Là, on parle de l'image de base. Alors, effectivement, chaque composant vit donc a besoin d'une image Docker, quoi. Et nous, on utilise la même image pour tous les composants. En soi, c'est un peu sous-optimal puisque un composant n'a pas besoin d'embarquer toutes les librairies. Dans les faits, c'est beaucoup plus simple. Et c'est pas le fait de rajouter une dépendance comme NumPy ou Pandas qui va vraiment plomber plomber le truc. Donc au final, voilà, c'est une recommandation. Et je crois qu'il y a aussi ça évite un temps de chargement un peu incompressible, non, sur les composants. Pas forcément, je pense. Mais en revanche, ça évite d'avoir des temps de build qui sont trop longs quand Ah oui, non. En fait, on a le choix soit d'avoir 2-3 images Docker, mais ce qui n'est pas forcément recommandable en termes de maintenance. Et si jamais vous avez par exemple PyTorch à ajouter juste à un seul composant, c'est très lourd. Dans ce cas-là, vous allez le rajouter ici, là, vous allez avoir base image, et ensuite vous avez un truc extra packages. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'au moment où vous allez instancier votre composant, il va reconstruire une image Docker en rajoutant PyTorch dedans. Donc là, vous allez perdre le temps du build à chaque fois que, dans votre pipeline, vous exécutez le composant. Alors que quand on a une seule image qui est déjà construite, il y a juste le temps d'instanciation du composant qui est incompressible, qui est autour de 2 minutes. Et puis c'est tout. Et donc là, on a un fichier requirements, en l'occurrence c'est du poetry, donc un poetry.log, on copie, on installe. On ajoute tout le dossier Vertex, on ne se pose pas la question de quel folder, de toute façon on fait from vertex.lib import. Donc c'est la même image partout, et le fichier Docker, le Dockerfile pardon, est plutôt simple. Alors après, voilà, gestion des paramètres et des variables. Globalement, on va distinguer deux types de paramètres. Alors, il va y avoir les paramètres qui sont utilisés par la pipeline.
Bon, ça, c'est assez classique. C'est par exemple si dans le cadre de l'entraînement d'un modèle, taille du dataset, nombre de folds pour faire de la cross-val, ce genre de choses. Et il va y avoir les paramètres qui sont utilisés pour run la pipeline. Donc là, c'est typiquement plus ce genre de variable qu'on va vouloir stocker en variable d'environnement ou en secrets éventuellement. Nous, on fait bien la distinction entre les deux. On vous recommande de faire la distinction entre les deux parce qu'on les gère de façon différente. Pour les paramètres qui sont utilisés par la pipeline, donc je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, dans la structure du repo, on a un dossier config qui est juste ici. Et en gros, voilà, c'est là-dedans qu'on va stocker les paramètres qui sont run par les pipelines. Donc, on va avoir typiquement un fichier config dev, config prod pour la pipeline d'inférence, pareil pour la pipeline de training. Et en fait, ces paramètres, ils vont être stockés sous forme de JSON, quoi. Ça fait vraiment un gros JSON et c'est juste ça qu'on fait en entrée de la pipeline. Globalement, ça ressemble à ce qu'il y a à gauche. Parce que notre recommandation, c'est de garder un gros fichier de paramètres à plat. Ça peut être tentant d'avoir une structure avec des dictionnaires imbriqués, comme ce qu'il y a à droite. Ça rend plus lisible le fichier, je suis d'accord. Dans les faits, ça entraîne aussi pas mal de soucis, notamment je crois, en termes de visualisation des paramètres dans l'UI après Vertex. Et globalement, étant donné qu'il y a une phase de compilation de la pipeline, donc la pipeline elle est transformée c'est code Python qui est transformé en un gros fichier JSON aussi, et ben, on ne peut pas se permettre après de dynamiquement appeler les paramètres. Donc c'est un peu problématique, problématique non pas tellement, il suffit juste de mettre le fichier à plat, ça rend un petit peu moins lisible, je suis d'accord, on va avoir des pipelines avec potentiellement 50 paramètres en entrée, et dans les faits ça se fait bien, et je pense que c'est de toute façon plus lisible de voir ça comme ça. Et un autre avantage aussi, c'est que quand on compile la pipeline, KFP va faire des checks de typing en général, et en fait quand c'est à plat, il les fait bien. C'est-à-dire que si param 1, je dis que c'est une string, il va checker que c'est une string. Par contre, si param 1 est dans un dictionnaire, il va juste checker que le dictionnaire est un dictionnaire, mais il ne va pas aller checker à l'intérieur. Donc potentiellement, je vais avoir une erreur, pas à la compilation, pas quand je lance la pipeline, mais juste dans le composant. Et si c'est le dernier composant de ma pipeline, j'ai peut-être perdu une demi-heure, ou 5 heures, ou 24 heures à exécuter le début de ma pipeline. Et ça, c'est un dommage. Et après, je pense une partie qui peut intéresser tout le monde, c'est sur le déploiement. Alors, si tu veux en parler. Alors, le déploiement, il y a plusieurs phases. On a beaucoup parlé de compilation. Une fois qu'on a compilé cette pipeline, en général, on le fait en local ou dans un job cloud build ou dans une GitHub Action. Il faut uploader cette pipeline compilée sur l'artefact registry. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir l'exécuter ou la scheduler. C'est les 3 grandes étapes. En général, pour faire ça, on a un petit bout de code qui va être spécifique à chaque pipeline. En fait, on se rend compte que ça, par exemple, ça va être des os.getenv de project ID, des trucs comme ça. Donc, c'est les mêmes pour tout le projet. Pourtant, on va avoir ce type de code-là à la fin de chaque fichier de pipeline. Nous, on n'en avait que 2, mais potentiellement, sur d'autres projets, vous pouvez avoir 5 ou 10 pipelines. Ensuite, il y a toute une partie compilation, et ensuite, on crée le pipeline job. Ça, pareil, c'est des bouts de code qui sont un peu en commun. Il y a des choses qui changent, comme le nom de la pipeline, comme potentiellement la région, et aussi les parameter values, qui sont en fait les fichiers de config qu'on donne en entrée de la pipeline, donc ce qu'on vous a montré juste avant. En général, quand on a 2, 3 pipelines ou plus comme ça, au début, ça se ressemble, et puis à la fin, c'est complètement différent. On a 50 paramètres ici, donc on ne s'y retrouve pas. Ça commence à être n'importe quoi. Donc nous, ce qu'on a préféré faire, c'est ajouter une classe Vertex Pipeline Deployer dans le fichier déploiement. Cette classe, elle déploie pour toutes les, enfin, elle peut déployer, on peut l'appeler pour toutes les pipelines, et on a ajouté une petite command line interface qui permettait de le faire dans le job cloud build avec une commande, ou en local aussi. On faisait Vertex Deployer, run, compile run, un truc comme ça, et ça envoyait une exécution pour tester par exemple. Donc ça permettait vraiment de factoriser le code et d'éviter d'avoir ça. Après, alors, niveau CI/CD, surtout pour la CD globalement, donc la CD elle est définie par le fichier cloud build. Donc je ne sais pas si vous utilisez déjà cloud build. Bon, voilà. Donc notre fichier cloud build, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va build du coup l'image Docker de base dont parlait Jules tout à l'heure.
Il va build aussi une autre image Docker, qui est une image Docker qui est utilisée pour le déploiement. Donc on en a deux. Donc cette image Docker qui est utilisée pour le déploiement, globalement, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va compiler et elle va render avec. Enfin, uploader les textes. Voilà, et puis globalement, on va aussi copier tous les fichiers de configuration, donc les fameux fichiers de configuration avec les paramètres qui sont utilisés par les pipelines. Donc voilà, on va les embarquer aussi là-dedans. On a un Cloud Build Trigger qui a été configuré. Donc voilà, globalement, c'est juste voilà, dès qu'on push sur develop ou sur main, on a du point build qui se lance. Et on a utilisé un unique service account pour faire tout ça. C'est pas une bonne pratique dans les faits. C'est-à-dire que si on voulait faire les choses vraiment très proprement, il faudrait séparer les usages. Donc c'est ce qu'on met là. Il faudrait un service account qui soit utilisé par Cloud Build, un service account qui soit utilisé pour run des pipelines, un autre qui soit utilisé par les composants, parce que les composants ils peuvent avoir des besoins particuliers de lecture ou d'écriture sur BigQuery typiquement. Donc voilà, si on voulait vraiment bien faire les choses, ce serait bien de séparer les usages et d'avoir 3 service accounts. Dans les faits, on a préféré nous rester assez simple et avoir un unique service account. En revanche, je ne sais pas si c'est par bonne conscience ou pas, mais ce qu'on a fait, c'est que dans le code, on a des variables d'environnement qui ont des noms différents, mais qui référencent le même service account. Mais au moins, ça nous permet de vraiment, juste conceptuellement, au moins savoir que voilà, il y a telle variable d'environnement qui référence notre unique service account et est utilisé pour un but très précis. Voilà, ça c'est un petit exemple, je pense que vous ne voyez pas grand-chose, mais globalement, à gauche, le fichier Cloud Build avec les différentes étapes. On a le Cloud Build Trigger, donc un bout seulement du Cloud Build Trigger, en bas à droite. Et puis, nous, on a un fichier Makefile globalement pour un peu simplifier toutes les commandes. C'est pas mal d'avoir un fichier Makefile avec, qui regroupe toutes vos commandes. En fait, c'est bête, mais juste quand on embarque quelqu'un sur le projet, ça sert aussi de documentation. Moi, personnellement, c'est le premier truc que je fais en général. Je regarde s'il y a un Makefile dans un projet, je regarde un peu les commandes. Ça permet de s'y retrouver sur quels scripts sont appelés, comment les fichiers sont agencés. Et ça, pour le coup, c'est aussi une bonne pratique, je pense qu'on recommande de mettre en place. Alors, pour l'orchestration, on avait 3 possibilités. D'abord, Composer et Airflow. C'était déjà en place chez Ornicar, donc c'était un peu la solution de facilité et la première vers laquelle on est allé. Après, il y avait un coût élevé et c'était compliqué à setup avec Vertex, notamment parce que le Airflow était sur un autre repo, donc il fallait dupliquer du code et s'assurer qu'il était à jour tout le temps. C'est un peu compliqué. Et le setup avec Vertex a été difficile aussi, je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'on a réussi juste à un moment à lancer un job et après on n'a plus réussi. Ensuite, Cloud Scheduler plus Cloud Function, c'est un peu plus lourd, mais au moins c'est maintenable parce que c'est dans le même repo. Donc on sait exactement à quoi on fait référence. C'est assez clair. Par contre, on a besoin d'un autre service account. Et l'idée là, c'est que le Cloud Scheduler va déclencher la Cloud Function dans laquelle il y a le code qui va déclencher le run de la pipeline. Et enfin, dernière possibilité, alors Cloud Scheduler plus Cloud Function, c'est ce qu'on faisait jusqu'à il y a 6 mois, je pense. Et maintenant, donc Vertex a sorti une API pour scheduler les jobs qui fonctionne très bien. Elle était en bêta à l'époque, donc il y avait 2-3 trucs qui n'allaient pas, mais c'est facile à setup. C'est la même API que quand vous voulez exécuter un job, ou quasiment. Il n'y a pas de dépendance supplémentaire à un autre service GCP. Seul inconvénient, c'était en bêta. Donc, par exemple, on pouvait créer un job en Europe, et ensuite, quand on crée le scheduling associé, si on ne redonnait pas la région, il le crée aux US. Normalement, ça a été corrigé, je crois, depuis, mais il y avait 2-3 petits trucs comme ça où il faut comprendre pourquoi on ne trouve pas notre job sur Vertex et faire un peu toutes les régions pour le trouver. Ouais. Vous pouvez redire? Oui, merci. Lorsque vous étiez sur la configuration Cloud Scheduler plus Cloud Function, est-ce que l'orchestration inclut aussi la partie déploiement, compilation, donc création des YAML finaux, ou ça c'était déjà ça? Non, alors toute la partie compilation et upload, elle se fait dans la CD. D'accord. Et donc le scheduling, c'est juste tous les lundis à 8h, je veux que tu ailles chercher le fichier JSON ou YAML compilé de la pipeline sur l'artefact registry, que tu ailles chercher l'image Docker sur l'artefact registry et que tu m'exécutes, enfin que tu fasses un run de la pipeline. D'accord. YAML. Ouais. Quand vous dites élever sur un flux,
s'il est déjà en place sur Uniper, est-ce que le coup, il n'était pas déjà est-ce que c'est le fait d'avoir un service à donner? Globalement, on fait un peu la chasse aux couches chez Handicap. Donc, tout est bon à prendre. Et ma deuxième question, c'était. Est-ce que les personnes qui ont, enfin, du coup, je pense toi, les personnes qui ont mis en place le projet sont aussi les personnes qui le maintiennent? Oui. Ok. Oui. Donc, ça c'est pas un requirement fort de la part d'Ornicar d'avoir une seule plateforme où tu peux monitorer tous tes jobs schedulés. Pas en avoir plusieurs. Non. Okay. Enfin, on est globalement assez libre chez Handicard de mener les projets comme on l'entend. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Enfin, en tout cas, j'espère que nos concernant, c'est plutôt bien. Mais oui, on est assez libre. Je pense qu'effectivement, c'est pas mal. Il y a des avantages quand même à tout centraliser, notamment en termes de maintenance. Enfin, si moi je pars en vacances ou il m'arrive quelque chose d'un peu plus grave, voilà. Mais après, globalement, Vertex, on va essayer. Enfin, pour l'instant, il y a juste moi qui bossé dessus globalement, mais l'étape suivante, c'est de le diffuser un peu et d'en faire vraiment notre, en tout cas en ML, notre élément de base de la stack MLOps, quoi. Donc, je pense que ça devrait pas poser de soucis. Il y a d'autres questions? Ouais. Est-ce que Vertex Scheduler API offre autant de confort en termes de visualisation et utilisabilité que Airflow, ou est-ce que la lisibilité, l'accès au log est plus difficile? Parce que, à titre de comparaison, de mon côté, on utilise beaucoup les workflows Dataproc pour faire des calculs automatisés, et s'y retrouver, déjà, ça ne stocke pas beaucoup d'historique, à peine quelques heures au rythme où on les exécute, et s'y retrouver, il n'y a que des codes partout. Donc, c'est pas... Moi, je trouve ça plutôt clair. Enfin, tous les logs, c'est dans Cloud Logging, quoi, globalement. Et enfin, tout est centralisé. Je trouve que c'est plutôt nickel. Donc, pour débugger quelque chose qui n'a pas bien fonctionné sur Vertex, il faut aller sur Logging, il faut savoir mettre les bons filtres. Ouais. Voilà, Globalement. Ouais. se débrouiller. Non. Sur En fait, Airflow, c'est plus facile. pour chaque job, on a, sur chaque run de pipeline, il y a quand même un lien qui est donné directement vers Cloud Logging avec les bons filtres. Et donc, on accède uniquement au log de la pipeline. Effectivement. Que vous avez créé vous-même ou qui est automatique sur automatique. l'API? Automatique, ouais. Ah. Par contre, après, il faut se retrouver dans les logs, effectivement. Enfin, si tu veux juste regarder ce qu'il y a en warning ou en debug, etc. Enfin, là, mais non, ça pose pas de soucis et ça marche plutôt bien. Jules, tu disais, vous schedulez qu'une fois par semaine, finalement. C'est une fois par jour pour l'inférence et le training n'était pas schedulé, il était redéclenché à la main. Okay. Donc vous n'avez pas un gros usage d'orchestration? Non. Pour le moment, non. En fait, on a globalement, chez Handicap, l'équipe ML, elle est assez récente, en fait. Les use cases ML aussi. Les enjeux, ils n'étaient pas du tout sur le fait de faire du machine learning jusqu'à présent. Donc, on a peu d'algo en prod. Et voilà, le jour où on en aura 50, ce sera pas mal de mettre en place des systèmes de rentraînement automatique, etc. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin, on n'a pas envie d'apporter trop de complexité. Il faut aussi avoir en tête que la Scheduler API, on peut juste uniquement passer des cron jobs. Donc, si vous voulez avoir des triggers un peu plus complexes avec du PubSub ou des trucs comme ça, il vaut mieux passer soit par une Cloud Function, soit utiliser Airflow. Après, si vous avez un truc qui se déclenche tous les jours et que derrière vous voulez déclencher plusieurs jobs qui dépendent les uns des autres, vous pouvez les déclencher via les composants Vertex à chaque fois. Ça fait partie de la pipeline en fait. Alors, workflow de développement, je ne sais pas si c'est, à mon avis, on va pouvoir passer assez rapidement là-dessus. Mais globalement, voilà, la manière dont on bossait après au quotidien. Nous, on a un fichier, je pense que c'est une pratique assez répandue, on a un fichier example.env en fait, avec du coup toutes les variables d'environnement qu'il faut avoir pour faire fonctionner le projet. Donc ça, il faut vraiment essayer de le maintenir à jour. J'ai déjà eu des cas où le example.env n'était plus à jour et en fait, ça fout plus le bordel qu'autre chose. Développement de features, on suit tout simplement la méthode qu'on présentait au début. Donc voilà, du notebook à la pipeline et de la pipeline au notebook. Je pense que c'est quelque chose qui a fait ses preuves. Là, en tout cas, nous, on est satisfait avec ça marche plutôt bien. On utilise Poetry pour la gestion de dépendance. Donc ça, c'est ce que disait Jules.
L'avantage de Poetry, c'est qu'on peut faire des groupes. Donc, par défaut, voilà, il va y avoir les dépendances principales et les dépendances de dev. Dev en général, on va mettre des trucs comme PyTest, je sais pas si on va faire des tests unitaires. Nous, on a aussi créé un groupe deployment où on a juste des packages qui sont spécifiques pour le déploiement. Ça, c'est pas mal. Et l'avantage de ces groupes-là, c'est qu'après, quand on build les images Docker, on peut vraiment, aller chercher les dépendances qui sont dans les groupes spécifiques. Je trouve que c'est un bon moyen de fonctionner. Enfin, c'est plus simple d'avoir un unique fichier, donc un pyproject.toml, là, qui est le fichier Poetry dans lequel on met les dépendances plutôt que plusieurs requirements. Et globalement, voilà. Et après, ah oui, effectivement, juste pour tester les pipelines, on a créé un fichier cloudbuildlocal.yaml. Ça, c'est juste pour pouvoir run ces pipelines, s'assurer qu'elles marchent bien. Globalement, c'est la même chose que le cloud build, mais non, en fait, c'est pas la même chose du tout. Il y a une partie qui est commune, simplement, c'est de compiler localement les pipelines pour pouvoir les runner. Et voilà. On n'upload pas les pipelines compilés sur GCS ou ce genre de choses. Mais bon, ça, c'est le genre de truc qu'on a mis en place plus tard, quoi. On n'a pas plus directement avec ça. C'est juste qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ce serait plus simple on avait besoin, pour les besoins de développement local, de pouvoir compiler les pipelines de façon simple sans avoir à les mettre sur GCS. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça. Le Makefile, on en a déjà parlé, je pense. Donc, pas besoin de revenir dessus. Les tricks sur Vertex, les trucs qui nous ont posé quelques problèmes. Déjà, la documentation. Vertex et KFP, c'est séparé. Donc, ça fait deux outils de documentation et elles ne sont pas toujours très claires pour des raisons différentes. La doc KFP, elle est un peu compliquée à prendre en main, principalement parce qu'il y a beaucoup de décorateurs, il y a beaucoup de classes qui sont des placeholders vers des API ou des trucs comme ça. Le SDK est à un autre endroit. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, mais il faut savoir trouver. Et la doc Vertex, elle est un peu fouillie. Il y a souvent des notebooks, des snippets, des conseils. Parfois, les notebooks ne fonctionnent pas complètement. Mais il y a quand même l'idée derrière de ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez itérer dessus. Elle n'est pas forcément à jour, la doc. Là, j'ai eu un exemple tout à l'heure sur les statuts des pipelines. Enfin, chaque pipeline va avoir un statut, quoi. Et globalement, le statut, c'est une string. Hein, c'est succès, failure ou, je ne sais plus, annulé. Et je sais que les strings qui sont présentés dans la doc sont pas les bons, ils sont pas à jour. C'est sur le truc. En fait, la meilleure doc, globalement, c'est juste d'aller voir le code source, quoi. On ne peut pas compter sur ChatGPT parce que c'est trop récent. Après, on peut, si vous avez Cursor, par exemple, vous pouvez indexer la documentation de Vertex ou de KFP pour que du coup GPT-4 ou 3.5 vous recommande un peu ce qu'il faut faire. Et enfin, c'est difficile de savoir si un bug vient de Vertex ou de KFP ou des API Google. Et ça arrive d'avoir des erreurs 500, Internal Server Error, sans détail. Ça arrive aussi d'avoir des erreurs. Tout à l'heure, j'ai eu une erreur, par exemple, en gros, c'était je ne veux pas compiler la pipeline. Je ne savais pas pourquoi. Je cherche toujours. Et donc, il faut quand même vraiment réussir, du coup, dans ce cas-là, à aller dans le code, à trouver dans le package KFP ou dans Vertex ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a une mise à jour d'API derrière, etc. Et puis, en fait, la doc va être mise à jour 2 jours plus tard. Donc, c'est le petit point faible, je dirais, c'est que Vertex, c'est un outil qui est, mine de rien, c'est un peu une gigantesque bêta qui est quasiment finie, mais qui est toujours en évolution. Donc, la doc n'est pas forcément parfaitement à jour. Mais ça reste quand même très complet et très puissant. Ensuite, Parallel for. Alors, la manière de paralléliser avec des composants sur Vertex est un peu particulière. On s'attendrait à avoir une boucle for toute simple. Et en fait, c'est pas forcément le cas. Il faut créer, par exemple, là, si on veut faire une boucle for avec un nombre de composants, enfin, un nombre d'étapes en parallèle dynamique, on passe le paramètre à notre pipeline de combien je veux de composants en parallèle. Donc, c'est le nombre qui est ici. Et pour ça, il faut créer un composant qui va juste faire un range et ensuite itérer dessus avec un objet qui s'appelle Parallel for qui vient de KFP. Donc, on passe de une ligne à plutôt 10 ou 15. Ça fonctionne, hein, mais c'est pas forcément le plus clair et le plus évident à comprendre au début. Ça fonctionne, franchement. J'ai réussi à le faire fonctionner. C'est vrai? Ok, parce que j'ai un exemple là, j'ai abandonné, ça fait plus d'un mois que j'ai préféré dupliquer du code
plutôt que d'essayer d'utiliser le parallèle fort, c'est beaucoup plus rapide. Donc pas forcément évident. Et les substitutions Cloud Build, ça fonctionne très bien, mais par contre, il y a un petit coup à l'entrée. En fait, il y a dans Cloud Build, les substitutions, c'est un peu comme les arguments dans les images Docker. C'est des trucs que vous allez donner en entrée et qui vont être remplacés au moment où, pour être utilisés au moment du build. En fait, il y en a qui sont définis à l'avance. Project ID, par exemple. Il y en a qui sont définis directement, qui sont définis à l'avance, mais uniquement pour les triggers. Par exemple, la branche GitHub. Et il y en a qui sont, qu'on peut définir nous-mêmes. Il fallait comprendre quelles substitutions on pouvait définir nous-mêmes, lesquelles étaient déjà définies, on allait override. C'est pas toujours hyper clair. Et il y a aussi des substitutions qu'on appelle dynamiques. Donc là, vous en avez un exemple. Ici, en fait, on reconstruit le nom de l'image Docker, enfin plutôt son adresse, à partir de la location, le project ID, le repo ID, etc. On a mis du temps à comprendre exactement comment ça fonctionnait. C'est pas sorcier, hein, et la doc, il y a tout dedans, mais pareil, il faut réussir à tout comprendre. Donc ça, c'est ce qui est à gauche. Et à droite, vous avez du coup comment on crée le trigger. Et en fait, toute cette partie-là, c'est juste les substitutions, enfin, faire passer les variables d'environnement aux substitutions. Et ensuite, ça, c'est créer le trigger. Donc ça fait beaucoup de code, c'est très verbeux, pour quelque chose qui pourrait peut-être être plus automatisé, je pense. En gros, ouais, vous avez un fichier .env quoi, avec vos variables d'environnement et vous allez créer vos substitutions. Donc en gros, c'est voilà, substitution référence à une variable d'environnement. Une substitution, ça commence par un underscore. Seulement, les substitutions qui sont réservées déjà par Google, telles que Project ID, il n'y a pas d'underscore. Donc c'est pour ça que vous voyez par exemple que le Project ID qui est, je ne sais pas si on a un exemple là. Ah oui, pardon. Là, effectivement, lui, il n'en a pas. Conclusion, ouais. Ouais, bah du coup, nous, le retour d'expérience qu'on a avec Vertex, ça fait pas très longtemps qu'on l'a mis en place pour ce projet, puisque c'était cet été. Mais on est globalement plutôt satisfait. Enfin, c'est super stable en prod en tout cas. Par rapport à Dataiku, au moins, on est débarrassé de ces problèmes-là. On n'a aucune pipeline qui a fail pour l'instant. Ça tourne tous les jours, donc il n'y a pas de souci. La prise en main, enfin moi ça me faisait un peu peur Vertex quand j'avais les présentations avec Google. Je trouvais ça un petit peu compliqué. Enfin, je trouvais qu'on avait un peu dans tous les sens. Au final, avec le starter kit d'Artefact, on voit que c'est pas non plus sorcier, quoi. Et la prise en main s'est faite franchement naturellement. Donc on a été bien accompagné de ce point de vue-là. Nous, on a fait quelque chose, je pense, qui est pas mal pour prendre en main Vertex. C'est plutôt que de partir d'une feuille blanche, on est parti d'un projet existant. Donc migrer un projet existant, au moins, on enlève toute la partie qui consiste à penser le design de ce qu'on va faire. Enfin, en tout cas, il n'y a pas la partie expérimentation, quoi. C'est uniquement construire quelque chose qui est déjà avec Vertex. Et ça, moi, personnellement, je pense que c'est plutôt pas mal de faire comme ça. Ce serait aussi ma recommandation si vous voulez switcher sur Vertex. Commencer par un projet simple. Nous, c'est relativement simple, hein. Le cas d'usage, c'est vraiment un algo de classification binaire avec de la donnée tabulaire. Et c'est quelque chose qui existait déjà. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Après, bon, les cycles de développement, ils sont plutôt longs. Donc là, je fais de la redite, mais je pense qu'il faut vraiment effectivement séparer tout ce qui est exploration de tout ce qui est industrialisation. Donc, commencez pas à aller essayer de faire du design, design de modèle dans Vertex. Vraiment, faites-le dans un notebook, ça marche très bien. Et nous, là, ce qu'on est en train de faire chez Omnicar, c'est qu'on aimerait bien, étant donné qu'on aimerait bien généraliser Vertex à tous nos projets de ML, c'est créer un espèce de projet template qui sert à la fois de documentation et puis vraiment à la fois de coquille vide pour pouvoir industrialiser très rapidement nos projets. Donc là, on réfléchit. Je ne sais pas si on va faire quelque chose avec Cookie Cutter, par exemple. Ça pourrait être une idée. Mais je pense que c'est quelque chose de pas mal. L'idée, après, nous, c'est vraiment d'avoir des repos qui soient pratiquement identiques pour chaque projet et pour que voilà, les gens puissent switcher d'un projet à l'autre très rapidement et qu'ils aient juste à s'intéresser à la logique algorithmique qui est à l'intérieur et pas du tout ce qui est infra, etc., qu'ils ne soient pas perdus en passant d'un projet à l'autre. Donc voilà. Et puis pour le next step, continuer avec Vertex, passer sur d'autres projets avec de données non structurées, surtout là dans le cadre
de l'assurance, on va avoir pas mal de use cases avec des données non structurées, donc images et textes forcément. Et puis on a pas mal de cas d'usage là, en temps réel. Donc moi, j'ai pas encore regardé globalement comment fonctionnait Vertex pour des cas d'usage temps réel, mais enfin, je sais que ça se fait. Et donc je pense que c'est l'une des prochaines étapes. En tout cas, c'est ce qu'on va regarder en 2024. Dernier petit avantage de Vertex, si vous avez besoin de beaucoup de CPU, de gros GPU ou de beaucoup de mémoire, par exemple, je pense tout ce qui est vision, NLP, du gros pré-processing pour du forecasting, des trucs comme ça. En fait, sur les composants, vous pouvez très facilement choisir d'ajouter des ressources et elles vont être allouées uniquement pour la durée d'exécution du composant. Alors qu'une VM, par exemple, c'est de quand vous l'allumez à quand vous l'éteignez et souvent on oublie ou alors ça dure longtemps et donc en fait ça coûte super cher. Donc Vertex, ça permet vraiment de réduire les coûts de ce point de vue-là. Voilà, pas mieux. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Vous avez des questions peut-être? Moi, j'ai une question. Oui, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question j'ai plusieurs questions sur l'articulation entre KFP et Vertex et sur l'empreinte de chacun des deux dans le code. En réalité, je vais commencer par l'empreinte des deux dans le code, peut-être. J'ai l'impression que l'empreinte est assez limitée, en partie, qu'elle est surtout restreinte à KFP parce qu'il faut définir les il faut définir les wrappers et mettre les décorateurs autour des composants. C'est ça, si j'ai bien suivi. Voilà, est-ce que vous pouvez me parler un peu de à quel point ça a une empreinte forte sur le code et si on devrait migrer hors de KFP demain, à quel point ce serait facile? L'empreinte peut être très forte si on utilise mal Vertex et KFP. Là, avec cette structure-là, elle est assez faible. En fait, ici, c'est vraiment votre code source que vous avez codé vous-même, que vous pouvez migrer autre part si vous voulez, que vous pouvez mettre dans une image locale. L'empreinte de KFP, ça va être sur Components et sur Pipeline. C'est tout. Et ensuite, dans le déploiement, on va utiliser Google Cloud AI Platform et un petit peu KFP pour compiler la pipeline. Donc, AI Platform, c'est Vertex. Oui. D'accord. Merci beaucoup. C'est le nom du package Python. C'est bon. Et du coup, sur l'articulation entre KFP et Vertex, est-ce que, donc Vertex c'est KFP managé, peut-être de ce que je comprends, est-ce que ça a du sens d'utiliser KFP sans Vertex à l'inverse? Oui, c'est possible, mais c'est compliqué. Ok. Parce que notamment dans ce que vous venez de dire, il y avait le fait qu'on pouvait ajouter au niveau du composant du CPU supplémentaire ou de la mémoire supplémentaire. Moi qui avais compris que le composant était lié à KFP et pas à Vertex, ça m'a embrouillé l'esprit. Oui, effectivement, et c'est via KFP qu'on choisit les ressources qu'on va allouer. Et ensuite, c'est quelque chose qui est réutilisé par Vertex derrière. Mais c'est possible, par exemple, de déployer du KFP sur un cluster Kubernetes, mais c'est vraiment plus compliqué. Okay. C'est pour ça que GCP offre Vertex pour manager ça et pas directement KFP. Ok, merci beaucoup. Il y a un package qui s'appelle ZenML qui permet, en gros, ils essayent de standardiser toutes les pratiques MLOps sur tous les outils en utilisant un unique point d'entrée. Donc, ils ont la même syntaxe, add component, add pipeline, mais ils permettent de passer d'une infrastructure à une autre. Et notamment, ils proposent d'utiliser KFP sans Vertex ou avec Vertex. Merci pour la presse, c'était super cool et super clair. Moi, j'ai une petite question concernant la CDI. Déjà, les triggers, à quel moment et dans quel cas? Et ensuite, comment elle accède au contenu des variables d'environnement? Parce que les points env, a priori, tu les pousses pas sur ton repo. J'ai cru voir du secret manager. Dans les points env, on avait deux choses. On avait les paramètres de configuration des runs. Vraiment pas des pipelines, mais des runs. Par exemple, le staging bucket, des trucs comme ça, des services accounts, etc. Et on avait aussi vraiment des secrets. Et en fait, ça, on les sépare en deux au moment où on va créer le trigger et le job cloud build. Donc toute la partie qui n'est pas secrète, ça va être des substitutions dans cloud build. Et toute la partie qui est secrète, on les voit. Je pense que j'ai lu. En fait, j'ai pas pu tout screenshot.
Ouais, non, mais il y a une image où on voit ici. Ici, en fait, là, on a des secrets. Et effectivement, quand on est en local, ils sont en .env. Et quand on est dans le job cloud build, dans Trigger Cloud Build, ils sont sur Secret Manager et on y accède avec cette syntaxe-là. Ok. Et les substitutions Cloud Build, elles sont stockées sur Cloud Build et pas sur ton repo, du coup. Oui. Ok, Et elles sont donc stockées il n'y en a clair. aucune de ces infos qui est dans ton repo. Non. Ok, cool. Non. Et, Elles ouais. Vas-y. Enfin, on pourrait aussi définir, classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on définit souvent aussi des variables d'environnement directement en GitHub, quoi. Oui, Mais nous, on le je fait pense pas, du coup, non, c'est sur le. Mais du coup, sur ton trigger, elles sont en clair. Donc, si tu mets des secrets dans ton trigger en substitution, elles vont être en clair sur ton projet GCP. Et la CD, elle est trigger à quel moment, du coup c'est quand c'est avec des pull requests Ouais, nous, on l'a configuré dès qu'il y a un push là sur develop ou main, quoi. Ok. Oui, parce qu'on n'a que 2 environnements, on n'a pas de staging. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Ok. Merci. Une petite question sur l'un d'entre vous disait tout à l'heure qu'il y avait un temps incompressible d'instanciation du composant. Juste pour préciser, c'est quoi? C'est le temps d'instancier le container qui correspond à un accord. Ok. Donc c'est juste. C'est le 2 container, minutes, quoi. Enfin, même pas. Oui, c'est. Ok, cool. Merci. Au risque déjà de répéter ce que dit tout le monde, merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment très intéressant et très clair. Je me posais un petit peu une question sur, un petit peu après toute cette partie mise en production, on pourrait se poser la question de faire un projet R&D sur les modèles, de se dire, OK, notre modèle, il a ces performances-là qui sont historisées, versionnées par Vertex AI. J'ai envie d'explorer d'autres modèles. C'est vrai que ça donne quand même très envie de comparer à toutes ces performances, potentiellement mettre 2 modèles en AB test sur Vertex AI. Et j'ai l'impression que quand vous en parlez, vous dites énormément que c'est pas fait pour ça, il faut plutôt repasser sur Jupyter. C'est un peu le point que je veux clarifier, c'est un peu de ce que vous dites ou j'ai mal compris. Mais je dirais oui et non. Enfin, à partir du moment où on a une structure, quand tu pars d'une feuille blanche en tout cas, vaut mieux partir, effectivement, commencer à faire de l'exploration en notebook. Une fois que tu as déjà un repo qui est prêt comme ça, avec un modèle qui est en prod, je pense que c'est assez facile d'implémenter quelque chose. En fait, tu as juste à remplacer quelques composants de ta pipeline, quoi, pour changer ton modèle. Ok. Nous, globalement, on a un composant qui s'appelle load model. Toute la logique du code, c'est dans des fonctions Python. Tu as juste à remplacer ces fonctions Python, quoi. Donc tu peux faire ça éventuellement. Et typiquement, si tu voulais mettre en place un autre modèle, tu n'es pas tout à fait sûr qu'il soit meilleur, tu vas avoir un flux de données qui continue. Si tu veux mettre en place un A/B test ou même un ABC test de plusieurs modèles, ce serait faisable sur Vertex AI. Oui, ce serait faisable. Moi, je conseille de le faire, je pense, si les modèles sont comparables en termes d'API et en termes de besoins en ressources. C'est-à-dire que si tu veux passer d'un modèle scikit-learn à un LightGBM ou un autre modèle scikit-learn, tu peux le faire avec une pipeline Vertex en lançant plusieurs à côté, ou alors en faisant une grid search en lui disant prendre plusieurs modèles. Ça, c'est facile à faire. En revanche, s'il faut passer d'un modèle scikit-learn à un modèle PyTorch, là, tu vas changer beaucoup de choses. Ça va être compliqué à faire, donc commence par tester plutôt sur une grosse VM rapidement pour voir si c'est faisable. Sachant que le système d'artefacts stocké sur GCS, en fait, on peut récupérer les adresses des artefacts. Et donc, potentiellement, on a, je sais pas, 3 composants dans le pré-processing. On ne veut pas les réexécuter sur notre VM. Donc, on va prendre l'output d'un des runs pour un de ces composants. On va le charger dans notre VM ou sur notre workbench. Et derrière, on va pouvoir itérer avec notre nouveau modèle sur workbench et voir si ça fonctionne. Ok, merci. Moi, j'ai une question, merci déjà encore une fois. J'ai une question un peu plus générique sur le point de départ de tout ça, c'est vous étiez chez Dataiku, ça coûtait un bras. Et il n'y avait pas beaucoup de projets en prod. C'est ça. Enfin, qu'est-ce qui a fait que. Je pense qu'il y a un gros truc qui a joué, c'est quand la moitié de l'équipe ML a dit si on continue sur Dataiku, on s'en va, honnêtement. Parce que globalement, c'est du clic-bouton, quoi.
Du coup, qui est-ce qui avait choisi au départ? Enfin, c'était historique depuis 3 ans, tout le monde c'était chez Dataiku. Non, il y a eu des discussions qui avaient été menées. En fait, on avait besoin de mettre quelque chose en prod très très rapidement. Il fallait aller le plus vite possible. Et du coup, on nous a présenté la Dataiku. Moi, je ne connaissais pas personnellement. J'ai trouvé ça pas mal. Et en fait, c'est plutôt au bout de 6 mois qu'on s'est vraiment rendu compte des limites que forcément on ne voit pas au début. Voilà, c'est un peu un raté, hein, on est d'accord là-dessus. Un raté, oui, non, franchement, je pense que ça nous a permis de mettre en prod quelque chose très rapidement. C'est pas négligeable. Enfin, après, nous, voilà, je pense, j'imagine, comme beaucoup de monde ici, Ornica, c'est une start-up. On a aussi une grosse pression des investisseurs où il faut pouvoir délivrer très rapidement et prouver que notre discours qui consiste à dire qu'on est capable de pricer les jeunes conducteurs parce qu'on les connaît depuis qu'ils font le code de la route, il faut être capable de très vite le démontrer, quoi. Parce que nous, on n'est pas porteur de risque aussi chez Handicap, c'est-à-dire qu'on n'est pas assureur en soi. On est, pour schématiser, courtier. Un peu plus que courtier, mais pour schématiser, on est courtier. Et donc voilà, il fallait aussi se montrer très convaincant très rapidement auprès de ceux qui portent le risque. Et donc, en fait, c'est le premier projet de ML qui a été mis en prod. Non. C'est le premier. En fait, ce projet, donc l'Education Score, là, celui qu'on vous a présenté, c'est quand même un gros projet, très structurant, très très impactant pour la boîte. On avait besoin d'avoir quelque chose de vraiment hyper robuste. C'est un peu paradoxal de dire ça, puisque c'est justement aussi ce qui nous a fait quitter Dataiku. Mais on pensait que ce serait très robuste en prod. On n'avait pas les ressources nécessaires pour se permettre de déployer quelque chose classiquement, je sais pas, une cloud function. C'était un peu. Je suis d'accord que c'était un peu bizarrement foutu, mais moi j'étais tout seul. On était une toute petite équipe d'État. Avec énormément de pression pour ce projet. Enfin, énormément de pression. Oui, un petit peu quand même, mais. Mais du coup, la question ne s'était pas posée avant, je veux dire, vu que ce n'est pas le premier projet. En fait, on n'avait pas de recul nécessaire. C'est-à-dire que l'équipe ML n'existait même pas à cette époque. C'est-à-dire que la data chez Omnicar, c'est surtout de la data analyse, globalement. On a une grosse équipe data, mais une grosse équipe de data analyst. Le ML, c'était vraiment secondaire. Aujourd'hui, alors je dirais pas que ça l'est encore, mais clairement, c'est pas la priorité du moment. On est vraiment en train de structurer un business assurance, donc la priorité, c'est pas en fait de faire des scores, quoi, globalement. Et voilà, il y avait une personne qui devait être capable de faire de l'exploration, designer un modèle, faire tout le travail de R&D, de mise en prod et de maintenance derrière. Et en fait, c'est ça qui a justifié le choix. C'est pas pour appuyer que ça fait mal, mais si vous avez changé une fois pour aller vers Vertex, comment est-ce que vous êtes sûr que c'est la bonne solution maintenant et qu'il n'y a pas une autre solution sur le marché qui serait plus adaptée à vos besoins? Ça, on verra, je pense. Non, mais après, ça avait dans dû. la sélection de votre solution, est-ce que vous avez pensé à d'autres solutions que vous avez comparées avant? Ouais, on a vraiment. Et si oui, si on a d'autres. Bon, on a regardé ce que faisait Databricks déjà globalement. Donc avec on a eu des contacts avec Amazon. On avait peur de retrouver en fait une sorte de Dataiku un peu évoluée. Tout ça ne nous plaisait pas. Et puis, après globalement, en ICAR, on est chez Google. Ça n'avait aucun sens qu'on soit la seule équipe, en plus une petite équipe qui n'utilise pas les outils Google. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt pérenne comme solution. Je vais peut-être rebondir, ça me fait penser, mais comme c'est un cas de ML un peu basique, typiquement et que vous vouliez rester chez Google, est-ce que vous avez considéré BQML et pourquoi vous n'êtes pas dirigé vers ça? J'imagine qu'il y avait des contraintes, mais c'est intéressant de voir lesquelles. En fait, on voulait aussi se dire qu'on construisait une stack qui nous permettrait de vraiment adresser beaucoup de futurs sujets. On n'a pas envie de rechanger d'ici peu. Et donc, ça nous semblait aussi plus intéressant. Après, moi, c'était aussi personnellement juste pour l'attrait des équipes. Je pense que comme beaucoup,
recruter aujourd'hui, c'est pas devenu super évident en data. Et le simple fait d'avoir une stack avec du Vertex, ça permet d'attirer un peu. Enfin, c'est aussi des considérations fonctionnelles. Je pense, enfin, tu parlais du moment où ils ont choisi Dataiku ou du moment où ils ont choisi Vertex? Non, après, le moment où on se dit j'ai envie d'utiliser du ML et chez Google et je fais de la classif, Vertex, c'est quand même un peu lourd versus du BQML où ça existe dans le modèle registry après. Mais après, honnêtement, juste pour rebondir sur Dataiku, ça nous faisait un peu peur, nous, du Vertex, justement. C'est aussi le but de cette présentation, hein, c'est de montrer que c'est pas. Ça peut faire peur, mais au final, le coût à l'entrée n'est pas si élevé que ça. Et après, j'en ai pas parlé, là, mais évidemment, l'un des facteurs principaux, c'était une licence à 80 000 € par an. Honnêtement, c'était justifié pour pouvoir mettre en prod rapidement le projet, enfin, vraiment. Bon voilà, maintenant qu'on a un peu plus de temps, qu'on peut souffler et qu'on peut vraiment se concentrer sur construire une stack MLOps robuste, ça avait du sens de switcher. Merci. Moi, c'était aussi sur BigQuery ML ma question. Et je me demandais, du coup, vous, chez Artefact, si vous voyez à partir de quelle complexité de modèle ça a du sens de passer sur Vertex, parce qu'effectivement, ça paraît hyper lourd, même si ça doit être vachement puissant. Mais BigQuery ML, ça aurait été, je pense, quasiment immédiat, sachant que vos données d'entrée et d'arrivée sont dans BigQuery. Donc voilà, je sais pas pour l'instant, en fait. C'est ça le problème. Okay. Et je pense que, enfin, moi, quand je suis arrivé, en tout cas sur le projet, Vertex était déjà décidé et il y avait quand même déjà du code en Python qui existait, notamment pour le pré-processing. Le modèle fonctionnait tel quel, donc je pense qu'il y avait aussi l'envie de passer très très vite sur un outil GCP, donc Vertex, plutôt que d'essayer de redéployer de redévelopper un modèle avec BQML, voir si ça fonctionnait, etc., et se relancer dans des cycles de recherche un petit peu. Je pense qu'ils ne voulaient pas faire ça. Okay. Merci pour la presse, c'était cool. Question sur ce qui se passe en aval du projet et dans la manière dont l'API que vous avez présenté sur le diagramme tout à l'heure est consommée. Quel impact sur l'UI Ornicar, sur les utilisateurs? Est-ce que vous tracez des actions particulières? Est-ce que ça fait bouger des choses côté business, côté indicateur? Alors, l'API, globalement, ce qu'on fait, juste pour répondre sur l'API, donc on a un badge on a la pipeline d'inférence qui tourne tous les jours. Donc, globalement, les prédictions, elles sont stockées dans une table. Et l'API, elle fait juste un dataset lookup sur cette table. C'est pour ça qu'on a mis, d'ailleurs, qu'on a stocké des prédictions, non pas sur BigQuery, mais sur Cloud SQL. Là, c'est pour pouvoir, enfin, c'est une PostgreSQL, quoi. C'est juste pour pouvoir. Donc, voilà. Et puis, c'est beaucoup plus rapide. Après, l'impact chez Ornicar, oui, honnêtement, il est présent. J'ai pas les chiffres en tête, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais globalement, chez des jeunes conducteurs, c'est bon. Quand on a un algorithme de prédiction de sinistralité comme ça, enfin de prédiction du risque, faut toujours attendre parce que le sinistre il arrive plus tard, quoi. Mais là, on a déjà un petit peu de recul pour se rendre compte que les gens qui ont des sinistres, globalement, le score les avait correctement prédit comme étant des mauvais risques. Donc l'impact, il est plutôt très positif. Après, on a des petits soucis chez Ornicar qu'il faut qu'on règle. C'est communication entre les équipes. Et je pense que c'est pas unique Ornicar, mais globalement, le département data, c'est un peu le département qui fait de la magie, quoi. Personne comprend ce qu'on fait. Et les équipes assurance, globalement, voilà. Et je pense qu'elles n'osent même pas venir nous voir. Elles sont peut-être même pas au courant que c'est nous qui sommes à la source de ce truc-là, quoi. Pour eux, c'est de l'actuariat classique, probablement. Donc voilà. Après, c'est un outil interne pour. Enfin, je sais pas si ça vous parle, le logiciel Guidewire, globalement pour la gestion de contrats et de sinistres en assurance. Bon, voilà, c'est un logiciel. C'est le standard du marché en assurance, et donc le score, c'est juste un champ. Il n'y a rien de fancy dans lui, quoi. Okay. C'est essentiellement déployé sur des outils internes naturels. Ah oui, pardon, complètement. C'est transparent pour le grand public, ça ne change pas l'UI ou les choix qu'on propose à l'utilisateur final. Non, en gros, quand on a la prédiction
quelqu'un qui est plus risqué, forcément sa prime d'assurance est plus élevée. Donc, voilà, enfin, ça c'est ce que font tous les assureurs, mais on n'est pas différent des autres. Donc non, l'utilisateur final, lui, c'est totalement transparent. Pour lui, il a juste un prix, il le sait probablement pas, mais qui est plus élevé que son voisin. Une petite dernière, parce que en fait, on a la salle jusqu'à 21h. Je peux poser la question après. La dernière question sur les coûts. Tout à l'heure, vous mentionniez un coût d'infra de l'ordre de 100 balles par mois, quelque chose comme ça, de 2000 balles par an. C'est quoi les facteurs qui jouent principalement là-dessus? Et si vous comptez généraliser Vertex à d'autres projets ML au sein de la boîte, comment vous voyez l'évolution de la structure de coût pour le futur? Alors honnêtement, les coûts, j'ai même pas regardé le détail. Ce qui générait, donc j'ai pas envie de raconter les périodes. Voilà, je sais juste que c'est à peu près 100 balles par mois, mais j'ai pas regardé le détail. Peut-être que toi, tu as d'autres éléments. Je pense que le coût Vertex est inférieur. Il doit y avoir du cloud SQL là-dedans, à mon avis, qui est plus cher. Ok. Merci. Merci beaucoup pour votre expérience. Je pense que